Benoît Hamon. J'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt les éditoriaux de Thomas Legrand. Sauf ce matin. Non, souvent. Et je pense qu'ils sont marqués d'une caractéristique. Je pense que vous voyez la vie politique française sur une page qui est en train de se tourner. Et ce qui s'est passé aux primaires, c'est qu'une grande majorité de l'électorat de gauche qui s'est déplacé, des électeurs modérés, comme vous dites, que des électeurs plus radicaux, ont fait un choix clair, à 58%. Est-ce que vous croyez que les électeurs de la gauche modérée sont moins intéressés par la préservation de leur environnement que les autres? Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas eux-mêmes anticipé ce que sont les bouleversements du travail? Moi, je considère aujourd'hui que dans le projet politique qui est le mien, qui essaie de se tourner vers un horizon qui est un horizon désirable, comme j'en ai parlé, on peut parfaitement se retrouver, que l'on soit un électeur dit de la gauche modérée ou de la gauche radicale. Et je pense que ces frontières-là existent de moins en moins, qu'il y a des passerelles entre les uns et les autres qui partent de quoi? De l'examen de nos conditions d'existence, de l'idée que l'on se fait de l'avenir de nos enfants. C'est parce que pensent un certain nombre de dirigeants actuels du PS et un certain nombre d'élus, vous le savez, qui tordent le nez face à vos propositions et au contenu de la plateforme que vous avez signée avec Yannick Jadot. Mais si nous étions en aussi bonne santé, nous aurions gagné toutes les élections. Si nous étions en aussi bonne santé, le président de la République aurait été en capacité de se représenter. Pourquoi y a-t-il eu une primaire dans cette configuration? Et pourquoi suis-je sorti vainqueur de cette primaire? Parce qu'il y a un profond désir d'en finir avec des solutions qui ont pu peut-être marcher, encore qu'on peut en discuter dans le passé, mais qui ne marcheront plus demain. Et le plus important, il est de penser ces transitions. Et moi, je peux vous assurer que la réponse qui est la mienne, comme vous m'invitiez à le faire, ça n'est pas une réponse qui consiste à dire « je vais choisir de siphonner l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ou de siphonner l'électorat d'Emmanuel Macron ». Je m'adresse à tout le monde. Et si je m'adresse à tout le monde... Les électeurs de gauche qui entendent votre discours et qui sont attachés à cette transformation écologique Mais pas qu'écologique. Enfin, c'est quand même le cœur de votre proposition. Oui. Pas que. Comment vous leur expliquez que vous empruntez cette même route à deux avec Jean-Luc Mélenchon? Et quelle est la définition de ce pacte de non-agression? Parce que si vous ne concurrencez pas Jean-Luc Mélenchon, comment vous allez faire pour que les électeurs choisissent? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'être candidat jusqu'au bout. J'aurais préféré qu'on se rassemble autour de ma candidature. Je considère aujourd'hui que ma place, autour de la sienne. Ma place est au centre de la gauche. Vous me le reconnaîtrez. Pardon, précisément, vous lui avez demandé vendredi soir de vous retirer? Très franchement, et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il était candidat, je lui ai dit que j'étais candidat. On a parlé ensuite de fond, on a eu un entretien très sérieux. Et lui vous a demandé de vous retirer? Non, il ne m'a pas demandé de me retirer. Ce point-là, c'est... Les deux candidatures se justifient. Thomas, donc bilan à qui la faute? Mais je ne vais pas à qui la faute. La question est, maintenant, il est candidat, c'est clair. Moi, maintenant, je me projette et je dis aux électeurs de gauche la chose suivante, et aux citoyens français. La gauche peut être absente du second tour de l'élection présidentielle. Elle peut l'être, ce qui serait extrêmement dangereux, à mes yeux, pour le pays, parce que la droite que nous avons est une droite brutale, et que le centre-droit que propose Emmanuel Macron est un centre-droit qui ne propose rien d'autre que, finalement, le programme de Fillon, le sourire en plus. Et ce qui n'est pas, franchement, une perspective extrêmement alléchante pour les Français. Vous ne différenciez pas M. Macron et M. Fillon. Bon, il y a 40 milliards de différence dans les économies qu'ils veulent faire dans la dépense publique. Il y a quelques centaines de milliers de fonctionnaires en moins de différence. Le projet sociétal de M. Macron n'est pas du tout le même. Le rapport aux migrants, par exemple. Mais le rapport aux migrants, j'attends de voir si demain, Emmanuel Macron, sur cette question des migrations, aura, avec l'entourage qui est le sien, d'Alain, Jacques Attali, en passant par les uns et les autres, véritablement le courage nécessaire. Moi, je crois qu'il faut de la clarté. Ce que je propose est clair, cohérent. Je me projette dans le moyen et long terme, mais à partir des situations vécues. Je n'ai jamais tergiversé. On peut me reprocher beaucoup de choses. Quand j'ai quitté le gouvernement, c'est sur un désaccord économique, pas pour convenance personnelle. Et si on parle d'Emmanuel Macron, il s'en est pris récemment à Christiane Taubira, à qui il a dit qu'on aurait aimé l'entendre un peu plus sur la colonisation, c'est ça? L'inverse est vrai aussi. Hein. Oui, mais pourquoi s'en est-elle pris à lui? Parce que considérer que les humiliés étaient dans le camp des manifestants de la Manif pour tous et pas dans le camp de ceux qui ont subi les colibés, c'était un peu curieux. Mais je veux aller plus loin. Emmanuel Macron, il aurait pu poser un acte fort. Vous parlez des questions de société. A-t-il démissionné au moment de la déchéance de nationalité? Non. Il est resté au gouvernement. Il est resté au gouvernement au moment où, là, il y avait un vrai clivage sur les valeurs. Donc, il l'a critiqué ouvertement. Oui, il l'a critiqué ouvertement, tellement ouvertement que personne ne l'avait remarqué, sauf une fois qu'il est sorti. Donc, il y a des moments où il faut poser des actes. Moi, j'ai toujours posé des actes. On peut me les reprocher, et on me les reproche souvent. Mais on ne peut pas m'enlever la cohérence. Et le fait de vouloir penser aujourd'hui le projet politique de la gauche, non pas en fonction de la société telle qu'elle fut, mais en fonction de celle
qui vient. Et moi, je veux me concentrer là-dessus. Ce qui me frappe aujourd'hui, dans les solutions proposées par mes concurrents à droite ou au centre droit, c'est rien ne change. On se base toujours sur les mêmes solutions. Allez-vous me dire que la France va être sauvée par 2 points de TVA en plus ou un peu de CSG en plus, par des fonctionnaires en moins et par quelques milliards de réduction de la dépense publique? Qui croit cela ? Qui croit que ça va ramener l'emploi dans les quartiers? Qui croit que ça va ramener du service public dans les zones rurales défavorisées? Qui croit qu'on aura un peu plus rapidement rendez-vous avec son médecin, là où il y a des déserts médicaux, Benoît et on souffrira moins quand on travaille à l'hôpital? De Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui me rapproche de tous les électeurs. Code de respect mutuel, Patrick ça veut dire Cohen, quoi? Il n'y aura pas de critique contre Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne? Non, je n'ai pas d'adversaire à gauche. Moi, je me concentre sur le fait que l'adversaire, c'est d'abord la droite. Et pourquoi? Et sans agressivité, mais parce que je pense que son projet politique est dangereux. Et je me réjouis, moi, qu'on soit nombreux encore à penser que le clivage droite-gauche fonde les principes d'une démocratie en bonne santé. Tout ce qui efface le clivage droite-gauche, je le dis, c'est ma conviction profonde, pour finalement basculer dans un clivage entre le bon et le mauvais, le vrai et le faux. Substituer au clivage politique un clivage droite-gauche, donc un nouveau clivage qui serait moral. Eh bien, tout cela est très dangereux pour la démocratie. Je crois que de ce point de vue-là, il faudra s'interroger sur la démarche de ceux qui, comme Emmanuel Macron, veulent effacer un clivage qui pourtant est une garantie du bon fonctionnement de la démocratie, le clivage droite-gauche. Tout ce qui est post-démocratique, moi, m'inquiète, parce que le clivage moral plutôt que politique, il amène à transformer les adversaires en ennemis. Alors, vous avez beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon. Parlons de votre accord avec Yannick Jadot. Dans cet accord, on a le sentiment d'un alignement sur le programme d'Europe Écologie Les Verts. On voit très clairement ce que vous avez cédé, mais quelles concessions avez-vous arraché à Europe Écologie Les Verts? Je n'ai pas procédé comme cela. Peut-être est-ce une nouvelle génération, non pas d'accord, mais c'est une nouvelle espérance, une nouvelle aventure que nous ouvrons. Moi, je veux le dire avec beaucoup de simplicité, je ne suis pas rentré dans cette élection présidentielle pour bricoler des bouts d'accord par-ci, par-là. Il y a des contreparties sur le plan législatif, oui, il en faut. 43 circonscriptions. Il en faut, mais c'est une évidence que demain, il faudra qu'il y ait un groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mais sur la démarche, sur le fond, je crois profondément que si nous ne changeons pas de modèle de développement, c'est-à-dire si nous ne prenons pas acte que nos modes de production et nos modes de consommation sont en train de mettre en danger, mais tout simplement notre capacité à continuer à créer de la richesse et à vivre ensemble. Vous avez encore poussé le curseur un peu plus. Mais je n'ai pas poussé. Je fixe des objectifs de moyen long terme. Les pesticides, par exemple, l'interdiction de tous les pesticides. Non, mais attendez, pas du jour au lendemain. On ne va pas les interdire. Mais non, attendez, on va pas dire. Le nucléaire, on en a parlé, sortie intégrale en 25 ans. Patrick Cohen, Lyon-Turin, la 6e République. Mais dans les pesticides, la 6e République, c'est pas nouveau, pardon. Mais les pesticides, de quoi parle-t-on? Dans le Grenelle de l'environnement, il y avait déjà des objectifs qui étaient des objectifs, donc il y a longtemps, de réduction des pesticides. Je veux que nous nous réinscrivions dans ce principe-là. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de réduire l'utilisation de tous ces produits phyto, et on le voit tant pour les particuliers que pour les agriculteurs. Les conséquences de l'utilisation de ces pesticides... C'est pour ça que vous ne vouliez pas les interdire tous, alors que les écologistes veulent les interdire tous. Je dis bien que nous serons progressivement, d'ailleurs nous les avons interdits déjà sous ce quinquennat dans les villes. Je veux que nous les interdisions progressivement. Nous interdisions progressivement ou partout où ils ont des conséquences graves sur la santé des agriculteurs, sur la santé de ceux qui sont à proximité des zones d'épandage. Et puis je rappelle que tout cela développe des cultures ou des produits sur lesquels il y a des produits toxiques persistants qui sont dangereux pour notre santé. Un mot. 60% de la mortalité au monde est liée aux maladies chroniques. C'est-à-dire qu'on a basculé d'un monde où la santé, où on mourait à cause des épidémies, à désormais des maladies qui sont liées à nos modes de vie et à notre cadre de vie. Eh bien, moi, je veux qu'en France, on prenne le tournant de cela. Et ça suppose quoi? Qu'en matière de responsabilité, l'État assume de dire qu'il faudra basculer vers un modèle agricole qui se débarrasse progressivement des pesticides. Cela suppose aussi qu'on fasse les bons choix sur le plan industriel pour supprimer les perturbateurs endocriniens. Et là, un mot. Il faudra être libre et indépendant comme président de la République. Puisque vous êtes attaché, et je vous écoutais Thomas Legrand, à ce qui doit être, on va dire, à la modernité d'une présidence de la République ou d'institution. Intéressons-nous à la liberté et à l'indépendance de ceux qui vont être élus, à leur engagement de ne pas être ligotés par des intérêts financiers ou des lobbies industriels. À qui et à quoi pensez-vous? À tous les autres. Moi, je prends un engagement que je réitère et je reformule ma demande. Oui, mais cet engagement, il est clair. Je refuse tout don supérieur à 2 500 € quand le donateur refuse que je rende public son nom. Ça tombe bien, il n'y en a pas.
Non, mais ça tombe bien, mais il n'y en a pas, parce qu'on ne veut pas rendre public son nom, sans doute. Mais ce que je pense, c'est que... Non, mais il n'y en a pas jusqu'à présent. Pour vous, on a posé la question au trésorier de votre campagne, il a dit il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour la raison simple, c'est que désormais, depuis mes primaires, cette condition-là étant posée, bon nombre de ceux qui auraient pu vouloir c'est à cause donner... de ça. Ils préfèrent pas donner leur nom. Bref, préfèrent pas donner leur nom. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on a des centaines de dons extrêmement importants, il est intéressant de savoir si plusieurs de ces dons ne viennent pas du conseil d'administration de telle grande banque, du conseil d'administration de telle... Pensez à Emmanuel Macron. Mais à tous ceux, à Qui, tous lui, les... François Fillon... Lui n'a pas d'argent public. Non, François Fillon... Si. Aux 2 tiers défiscalisés, je rappelle qu'un don est aux 2 tiers défiscalisés. Donc c'est 60... Il n'a pas de subvention, il n'a pas les millions de... Non mais attendez, Patrick Cohen, c'est faux de dire que ce n'est pas de l'argent public. Vous donnez 100 € à n'importe lequel d'entre nous, il y en a 66 qui lui sont remboursés par l'État. Donc c'est bien le contribuable qui finance la campagne d'Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon et tous les autres. Donc arrêtons de raconter des histoires. Le pacte de non-agression va le voir. Mais arrêtons de raconter des histoires. Donc, et essayons d'être un peu rigoureux. Mais exiger cela, n'est-ce pas la démarche élémentaire de toute démocratie moderne, savoir qui finance la campagne de qui. Non ? Si. Bah voilà, j'observe que dans ce domaine-là, il y a ceux qui passent aux actes, moi, et ceux qui ne le font pas. Lui, d'ailleurs, dit qu'il démissionne de la fonction publique. Mais enfin, il y a une dernière question. Jean-Luc Mélenchon, lors de son émission sur France 2 jeudi dernier, a dit qu'il avait été d'accord avec Marine Le Pen quand elle a refusé de mettre son voile pour rencontrer un dignitaire musulman au Liban. Est-ce que vous aussi, vous diriez ça ? Ça parle de votre notion de la laïcité. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec la laïcité en l'espèce. Michelle Obama avait refusé de la même manière de le faire. Je crois, la reine de Jordanie avait refusé également de le faire. En tout cas, une dignitaire jordanienne. C'était dans des pays du Golfe, en l'occurrence. En l'occurrence, oui, mais le principe, mais en annonçant avant qu'on le faisait. Marine Le Pen était parfaitement au courant de la situation qui l'attendait. Qu'a-t-elle fait ? Elle a ignoré cette information pour faire un coup politique. Un coup politique à destination de l'électorat français. Et moi, je considère que quand on est en visite à l'étranger, on ne fabrique pas un coup politique, surtout quand on va discuter avec des interlocuteurs qui vont avoir un rôle important. La stabilité du Liban, aujourd'hui, elle dépend largement des dirigeants communautaires, sunnites, chiites, de chrétiens, entre autres. Et donc, elle s'est révélée là, incapable de diriger la France. Elle fait un coup politique que je trouve, moi, assez scandaleux, parce qu'elle savait parfaitement qu'on allait lui demander cela. Elle a fait semblant de l'ignorer. Moi, je ne suis pas dupe de ces stratégies-là. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, ce qui s'est passé à Beyrouth. Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, a-t-il raison de dire que rien ne justifie une pause des enquêtes judiciaires sur les candidats à la présidentielle ? Il a raison, c'est l'indépendance de la justice. C'est incroyable d'entendre Marine Le Pen et François Fillon mettre en cause les magistrats comme s'ils s'immisçaient dans le calendrier politique. La réalité, c'est que il n'y aurait pas y avoir de pause. Non, mais il n'y aura pas y avoir de pause. Y aurait-il des magistrats dans la campagne si François Fillon n'était pas suspecté d'avoir fait un emploi fictif pour sa femme, si Marine Le Pen n'était pas suspectée d'avoir fait des faux contrats de travail pour des assistants parlementaires? La réalité, c'est qu'il y a un soupçon sérieux de triche. Et il est normal que la justice fasse son travail. Et je trouve que, de ce point de vue-là, la diversion que fait François Fillon sur la guerre civile, là encore, c'est grossier. Moi, ça suffit, ce débat-là. La réalité, c'est que le débat de la présidentielle est devenu médiocre parce qu'il est saturé par les problèmes qu'ont Marine Le Pen et François Fillon avec la justice. Je préférerais qu'on parle de ce dont on a un peu parlé ce matin, politique économique, travail, perturbateurs endocriniens, que sais-je encore, vieillissement. Mais je préférerais qu'on parle davantage de ça. Et un peu moins des soucis judiciaires de François Fillon et Marine Le Pen. À 8h15 avec Bernard Guetta. Vous restez avec nous, Benoît Hamon, vous allez avoir des bons conseils dans un instant. Benoît Hamon. J'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt les éditoriaux de Thomas Legrand. Et je pense, non, souvent. Et je pense qu'ils sont marqués d'une caractéristique. Je pense que vous voyez la vie politique française sur une page qui est en train de se tourner. Et ce qui s'est passé aux primaires, c'est qu'une grande majorité de l'électorat de gauche qui s'est déplacé, des électeurs modérés, comme vous dites, que des électeurs plus radicaux, ont fait un choix clair, à 58%. Est-ce que vous croyez que les électeurs de la gauche modérée sont moins intéressés par la préservation de leur environnement que les autres? Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas eux-mêmes anticipé ce que sont les bouleversements du travail? Moi, je considère aujourd'hui que dans le projet politique qui est le mien, qui essaie de se tourner vers un horizon qui est un horizon désirable, comme j'en ai parlé, on peut parfaitement se retrouver, que l'on soit un électeur dit de la gauche modérée
modérée ou de la gauche radicale. Et je pense que ces frontières-là existent de moins en moins, qu'il y a des passerelles entre les uns et les autres qui partent de quoi? De l'examen de nos conditions d'existence, de l'idée que l'on se fait de l'avenir de nos enfants. C'est parce que pensent un certain nombre de dirigeants actuels du PS et un certain nombre d'élus, vous le savez, qui tordent le nez face à vos propositions et au contenu de la plateforme que vous avez signée avec Yannick Jadot. Mais si nous étions en aussi bonne santé, nous aurions gagné toutes les élections. Si nous étions en aussi bonne santé, le président de la République aurait été en capacité de se représenter. Pourquoi y a-t-il eu une primaire dans cette configuration? Et pourquoi suis-je sorti vainqueur de cette primaire? Parce qu'il y a un profond désir d'en finir avec des solutions qui ont pu peut-être marcher, encore qu'on peut en discuter dans le passé, mais qui ne marcheront plus demain. Et le plus important, il est de penser ces transitions. Et moi, je peux vous assurer que la réponse qui est la mienne, comme vous m'invitiez à le faire, ça n'est pas une réponse qui consiste à dire « je vais choisir de siphonner l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ou de siphonner l'électorat d'Emmanuel Macron ». Je m'adresse à tout le monde. Et si je m'adresse à tout le monde... Les électeurs de gauche qui entendent votre discours et qui sont attachés à cette transformation écologique de... Mais pas qu'écologique. Enfin, c'est quand même le cœur de votre proposition. Oui. Pas que. Comment vous leur expliquez que vous empruntez cette même route à deux avec Jean-Luc Mélenchon, et quelle est la définition de ce pacte de non-agression? Parce que si vous ne concurrencez pas Jean-Luc Mélenchon, comment vous allez faire pour que les électeurs choisissent? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'être candidat jusqu'au bout. J'aurais préféré qu'on se rassemble autour de ma candidature. Je considère aujourd'hui que ma place, autour de la sienne. Ma place est au centre de la gauche. Vous me le reconnaîtrez. Pardon, précisément, vous lui avez demandé vendredi soir de vous retirer? Très franchement, et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il était candidat, je lui ai dit que j'étais candidat. On a parlé ensuite de fond, on a eu un entretien très sérieux. Et lui vous a demandé de vous retirer? Non, il ne m'a pas demandé de me retirer. Ce point-là, c'est... Les deux candidatures se justifient. Thomas, donc bilan à qui la faute? Mais je ne vais pas à qui la faute. La question est, maintenant, il est candidat, c'est clair. Moi, maintenant, je me projette et je dis aux électeurs de gauche la chose suivante, et aux citoyens français. La gauche peut être absente du second tour de l'élection présidentielle. Elle peut l'être, ce qui serait extrêmement dangereux, à mes yeux, pour le pays, parce que la droite que nous avons est une droite brutale, et que le centre-droit que propose Emmanuel Macron est un centre-droit qui ne propose rien d'autre que, finalement, le programme de Fillon, le sourire en plus. Et ce qui n'est pas, franchement, une perspective extrêmement alléchante pour les Français. Vous ne différenciez pas M. Macron et M. Fillon. Bon, il y a 40 milliards de différence dans les économies qu'ils veulent faire dans la dépense publique. Il y a quelques centaines de milliers de fonctionnaires en moins de différence. Le projet sociétal de M. Macron n'est pas du tout le même. Le rapport aux migrants, par exemple. Mais le rapport aux migrants, j'attends de voir si demain, Emmanuel Macron, sur cette question des migrations, aura, avec l'entourage qui est le sien, d'Alain, Jacques Attali, en passant par les uns et les autres, véritablement le courage nécessaire. Moi, je crois qu'il faut de la clarté. Ce que je propose est clair, cohérent. Je me projette dans le moyen et long terme, mais à partir des situations vécues. Je n'ai jamais tergiversé. On peut me reprocher beaucoup de choses. Quand j'ai quitté le gouvernement, c'est sur un désaccord économique, pas pour convenance personnelle. Et si on parle d'Emmanuel Macron, il s'en est pris récemment à Christiane Taubira, à qui il a dit qu'on aurait aimé l'entendre un peu plus sur la colonisation, c'est ça? L'inverse est vrai aussi. Hein. Oui, mais pourquoi s'en est-elle pris à lui? Parce que considérer que les humiliés étaient dans le camp des manifestants de la Manif pour tous et pas dans le camp de ceux qui ont subi les colibés, c'était un peu curieux. Mais je veux aller plus loin. Emmanuel Macron, il aurait pu poser un acte fort. Vous parlez des questions de société. A-t-il démissionné au moment de la déchéance de nationalité? Non. Il est resté au gouvernement. Il est resté au gouvernement au moment où, là, il y avait un vrai clivage sur les valeurs. Donc, il l'a critiqué ouvertement. Oui, il l'a critiqué ouvertement, tellement ouvertement que personne ne l'avait remarqué, sauf une fois qu'il est sorti. Donc, il y a des moments où il faut poser des actes. Moi, j'ai toujours posé des actes. On peut me les reprocher, et on me les reproche souvent. Mais on ne peut pas m'enlever la cohérence. Et le fait de vouloir penser aujourd'hui le projet politique de la gauche, non pas en fonction de la société telle qu'elle fut, mais en fonction de celle qui vient. Et moi, je veux me concentrer là-dessus. Ce qui me frappe aujourd'hui, dans les solutions proposées par mes concurrents à droite ou au centre droit, c'est rien ne change. On se base toujours sur les mêmes solutions. Allez-vous me dire que la France va être sauvée par 2 points de TVA en plus ou un peu de CSG en plus, par des fonctionnaires en moins et par quelques milliards de réduction de la dépense publique? Qui croit cela? Qui croit que ça va ramener l'emploi dans les quartiers? Qui croit que ça va ramener du service public dans les zones rurales défavorisées? Qui croit
qu'on aura un peu plus rapidement rendez-vous avec son médecin, là où il y a des déserts médicaux, Benoît et on Hamon, souffrira moins c'est ce qui vous quand on travaille à rapproche l'hôpital. de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui me rapproche de Code tous de les électeurs. respect mutuel. Code de respect mutuel, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de critique contre Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne? Non, je n'ai pas d'adversaire à gauche. Et moi, je me concentre sur le fait que l'adversaire, c'est d'abord la droite. Et pourquoi? Et sans agressivité, mais parce que je pense que son projet politique est dangereux. Et je me réjouis, moi, qu'on soit nombreux encore à penser que le clivage droite-gauche fonde les principes d'une démocratie en bonne santé. Tout ce qui efface le clivage droite-gauche, je le dis, c'est ma conviction profonde, pour finalement basculer dans un clivage entre le bon et le mauvais, le vrai et le faux. Substituer au clivage politique un clivage droite-gauche, donc un nouveau clivage qui serait moral. Eh bien, tout cela est très dangereux pour la démocratie. Je crois que de ce point de vue-là, il faudra s'interroger sur la démarche de ceux qui, comme Emmanuel Macron, veulent effacer un clivage qui pourtant est une garantie du bon fonctionnement de la démocratie, le clivage droite-gauche. Tout ce qui est post-démocratique, moi, m'inquiète, parce que le clivage moral plutôt que politique, il amène à transformer les adversaires en ennemis. Alors, vous avez beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon. Parlons de votre accord avec Yannick Jadot. Dans cet accord, on a le sentiment d'un alignement sur le programme d'Europe Écologie Les Verts. On voit très clairement ce que vous avez cédé, mais quelles concessions avez-vous arraché à Europe Écologie Les Verts? Je n'ai pas procédé comme cela. Peut-être est-ce une nouvelle génération, non pas d'accord, mais c'est une nouvelle espérance, une nouvelle aventure que nous ouvrons. Moi, je veux le dire avec beaucoup de simplicité, je ne suis pas rentré dans cette élection présidentielle pour bricoler des bouts d'accord par-ci, par-là. Il y a des contreparties sur le plan législatif, oui. Il en faut. 43 circonscriptions. Il en faut, mais c'est une évidence que demain, il faudra qu'il y ait un groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mais sur la démarche, sur le fond, je crois profondément que si nous ne changeons pas de modèle de développement, c'est-à-dire si nous ne prenons pas acte que nos modes de production et nos modes de consommation sont en train de mettre en danger, mais tout simplement notre capacité à continuer à créer de la richesse et à vivre ensemble. Vous avez encore poussé le curseur un peu plus. Mais je n'ai pas poussé. Je fixe des objectifs de moyen long terme. Les pesticides, par exemple, l'interdiction de tous les pesticides. Non, mais attendez, pas du jour au lendemain. On ne va pas les interdire. Mais non, attendez, on va pas dire. Le nucléaire, on en a parlé, sortie intégrale en 25 ans. Patrick Cohen, Lyon-Turin, la 6e République. Mais dans les pesticides, la 6e République, c'est pas nouveau, pardon. Mais les pesticides, de quoi parle-t-on? Dans le Grenelle de l'environnement, il y avait déjà des objectifs qui étaient des objectifs, donc il y a longtemps, de réduction des pesticides. Je veux que nous nous réinscrivions dans ce principe-là. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de réduire l'utilisation de tous ces produits phyto, et on le voit tant pour les particuliers que pour les agriculteurs. Les conséquences de l'utilisation de ces pesticides... C'est pour ça que vous ne vouliez pas les interdire tous, alors que les écologistes veulent les interdire tous. Je dis bien que nous serons progressivement, d'ailleurs nous les avons interdits déjà sous ce quinquennat dans les villes. Je veux que nous les interdisions progressivement. Nous interdisions progressivement ou partout où ils ont des conséquences graves sur la santé des agriculteurs, sur la santé de ceux qui sont à proximité des zones d'épandage. Et puis je rappelle que tout cela développe des cultures ou des produits sur lesquels il y a des produits toxiques persistants qui sont dangereux pour notre santé. Un mot. 60% de la mortalité au monde est liée aux maladies chroniques. C'est-à-dire qu'on a basculé d'un monde où la santé, où on mourait à cause des épidémies, à désormais des maladies qui sont liées à nos modes de vie et à notre cadre de vie. Eh bien, moi, je veux qu'en France, on prenne le tournant de cela. Et ça suppose quoi? Qu'en matière de responsabilité, l'État assume de dire qu'il faudra basculer vers un modèle agricole qui se débarrasse progressivement des pesticides. Cela suppose aussi qu'on fasse les bons choix sur le plan industriel pour supprimer les perturbateurs endocriniens. Et là, un mot. Il faudra être libre et indépendant comme président de la République. Puisque vous êtes attaché, et je vous écoutais Thomas Legrand, à ce qui doit être, on va dire, à la modernité d'une présidence de la République ou d'institution. Intéressons-nous à la liberté et à l'indépendance de ceux qui vont être élus, à leur engagement de ne pas être ligotés par des intérêts financiers ou des lobbies industriels. À qui et à quoi pensez-vous? À tous les Benoît autres. Hamon. Moi, je prends un engagement que je réitère et je reformule ma demande. Oui, mais cet engagement, il est clair. Je refuse tout don supérieur à 2500 € quand le donateur refuse que je rende public son nom. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Non, mais ça tombe bien, mais il n'y en a pas parce qu'on ne veut pas rendre public son nom, sans doute. Mais ce que je pense, c'est que... Non, mais il n'y en a pas jusqu'à présent. Pour vous, on a posé la question au trésorier de votre campagne, il a dit il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour la raison simple, c'est que désormais, depuis mes primaires, cette condition-là étant posée, bon nombre de ceux qui auraient pu vouloir c'est à cause donner... de ça. Ils préfèrent pas donner leur nom. Bref, préfèrent pas donner leur nom. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on a des centaines de dons extrêmement importants,
Il est intéressant de savoir si plusieurs de ces dons ne viennent pas du conseil d'administration de telle grande banque, du conseil d'administration de telle... Pensez à Emmanuel Macron. Mais à tous les... François Fillon... Lui n'a pas d'argent public. Non, François Fillon... Si. Aux 2 tiers défiscalisés. Je rappelle qu'un don est aux 2 tiers défiscalisés. Donc c'est 60... Il n'a pas de subvention, il n'a pas les millions de... Non mais attendez, Patrick Cohen, c'est faux de dire que ce n'est pas de l'argent public. Vous donnez 100 € à n'importe lequel d'entre nous, il y en a 66 qui lui sont remboursés par l'État. Donc c'est bien le contribuable qui finance la campagne d'Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon et tous les autres. Donc arrêtons de raconter des histoires. Mais arrêtons de raconter des histoires. Donc, et essayons d'être un peu rigoureux. Mais exiger cela, n'est-ce pas la démarche élémentaire de toute démocratie moderne, savoir qui finance la campagne de qui. Non ? Si. Voilà. J'observe que dans ce domaine-là, il y a ceux qui passent aux actes, moi, et ceux qui ne le font pas. Lui, d'ailleurs, dit qu'il démissionne de la fonction publique. Mais enfin, il y a une dernière question. Jean-Luc Mélenchon, lors de son émission sur France 2 jeudi dernier, a dit qu'il avait été d'accord avec Marine Le Pen quand elle a refusé de mettre son voile pour rencontrer un dignitaire musulman au Liban. Est-ce que vous aussi, vous diriez ça ? Ça parle de votre notion de la laïcité. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec la laïcité en l'espèce. Michelle Obama avait refusé de la même manière de le faire. Je crois, la reine de Jordanie avait refusé également de le faire. En tout cas, une dignitaire jordanienne. C'était dans des pays du Golfe, en l'occurrence. En l'occurrence, oui, mais le principe, mais en annonçant avant qu'on le faisait. Marine Le Pen était parfaitement au courant de la situation qui l'attendait. Qu'a-t-elle fait ? Elle a ignoré cette information pour faire un coup politique. Un coup politique à destination de l'électorat français. Et moi, je considère que quand on est en visite à l'étranger, on ne fabrique pas un coup politique, surtout quand on va discuter avec des interlocuteurs qui vont avoir un rôle important. La stabilité du Liban, aujourd'hui, elle dépend largement des dirigeants communautaires, sunnites, chiites, de chrétiens, entre autres. Et donc, elle s'est révélée là, incapable de diriger la France. Elle fait un coup politique que je trouve, moi, assez scandaleux, parce qu'elle savait parfaitement qu'on allait lui demander cela. Elle a fait semblant de l'ignorer. Moi, je ne suis pas dupe de ces stratégies-là. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, ce qui s'est passé à Beyrouth. Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, a-t-il raison de dire que rien ne justifie une pause des enquêtes judiciaires sur les candidats à la présidentielle ? Il a raison, c'est l'indépendance de la justice. C'est incroyable d'entendre Marine Le Pen et François Fillon mettre en cause les magistrats comme s'ils s'immisçaient dans le calendrier politique. La réalité, c'est que il n'y aurait pas y avoir de pause. Non, mais il n'y aura pas y avoir de pause. Y aurait-il des magistrats dans la campagne si François Fillon n'était pas suspecté d'avoir fait un emploi fictif pour sa femme, si Marine Le Pen n'était pas suspectée d'avoir fait des faux contrats de travail pour des assistants parlementaires? La réalité, c'est qu'il y a un soupçon sérieux de triche. Et il est normal que la justice fasse son travail. Et je trouve que, de ce point de vue-là, la diversion que fait François Fillon sur la guerre civile, là encore, c'est grossier. Moi, ça suffit, ce débat-là. La réalité, c'est que le débat de la présidentielle est devenu médiocre parce qu'il est saturé par les problèmes qu'ont Marine Le Pen et François Fillon avec la justice. Je préférerais qu'on parle de ce dont on a un peu parlé ce matin, politique économique, travail, perturbateurs endocriniens, que sais-je encore, vieillissement. Mais je préférerais qu'on parle davantage de ça. Et un peu moins des soucis judiciaires de François Fillon et Marine Le Pen. À 8h15 avec Bernard Guetta. Vous restez avec nous, Benoît Hamon, vous allez avoir des bons conseils dans un instant. France Inter, le 7-9. Intervenez. Au 01 45 24 7000, avec d'abord Hugues qui nous appelle de la région Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. C'est très simple. Après 30 à 40 ans de régression sociale, je voudrais savoir si M. Hamon est bien conscient de l'impasse dans laquelle nous sommes, les électeurs de gauche, d'une vraie gauche alternative, en maintenant les candidatures de M. Mélenchon et de M. Hamon, sachant qu'il n'y aura aucune chance d'être au deuxième tour. Quel effort est-il prêt à faire pour concéder Hamon président, Mélenchon Premier ministre, ou Mélenchon président, Hamon Premier ministre? Est-ce qu'il y a une solution et un espoir à donner au peuple de gauche? Et enfin, si M. Hamon est élu président, est-ce qu'on assisterait encore à une énième trahison du peuple après tant de déceptions sur le quinquennat de M. Hollande? Et je ne parle pas depuis 1981 où François Mitterrand avait été élu. Voilà, merci. Merci à vous, Hugues. Je dois dire qu'on a des dizaines de questions ce matin au Standard là-dessus, sur l'union à gauche, comme on en a eu la semaine dernière d'ailleurs, quand Éric Coquerel du Parti de gauche était notre invité à 8h20. Benoît Hamon. Oui, bonjour monsieur. Le talisman de la gauche, c'est l'unité. C'est François Mitterrand qui l'avait le premier compris. Et ce talisman-là, je ne veux pas l'abandonner. Je
prends acte du fait qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon maintient sa candidature. Que puis-je faire d'autre? Mais il me revient à la place qui est la mienne, dans la centralité qui est celle de ma place à gauche. La capacité de discuter avec toutes les composantes de la gauche, de continuer à faire ce rassemblement. Et ce rassemblement, ça n'est pas qu'un rassemblement d'appareils. Je veux le dire, on me pose beaucoup des questions sur les écologistes, le Parti socialiste. Et qui peut croire que je gagnerai l'élection présidentielle en ne m'appuyant que sur des appareils? Cette élection, elle ne peut se gagner qu'en débordant justement les appareils. Et je veux les déborder comment? En m'appuyant sur l'innovation partout où elle est sur le terrain, dans l'économie sociale et solidaire, dans l'éducation, dans l'écologie, dans le secteur associatif. C'est ce que je fais. C'est la raison pour laquelle j'ai autour de moi des grandes personnalités qui ont voulu me rejoindre. Thomas Piketty qui m'aide à travailler sur le traité budgétaire européen. Éric de Montgolfier, le procureur qui à la retraite, qui m'aide à travailler sur les questions de justice. Dominique Méda qui m'accompagne sur les questions du travail. Jean Jouzel qui m'accompagne sur les questions du climat. Je veux m'appuyer sur ces forces-là. Et je veux le dire simplement. Je respecte tous les appareils, mais je considère aussi qu'aujourd'hui, ils n'apportent plus les réponses adéquates aux demandes démocratiques, sociales, politiques de nos compatriotes. C'est pourquoi je veux faire déborder cette campagne. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'il n'y aurait qu'une candidature à gauche. Maintenant qu'il n'y en aura pas qu'une, semble-t-il, ma responsabilité comme candidat investi par une primaire démocratiquement, elle est de me tourner vers l'avenir et de tout mettre en œuvre pour rassembler au-delà de cette question-là. Je le regrette, mais je continuerai à être jusqu'au bout un maçon, un architecte de l'unité. Puisque vous avez cité une partie de votre équipe, Arnaud Montebourg, nommé hier haut représentant chargé des relations internationales, il va faire quoi? Oui, je vais m'appuyer sur lui pour, en matière de politique étrangère, de réflexion sur la mondialisation, sur de libre-échange, sur à la fois son expertise, sa grande intelligence, sa capacité à parler et à aller rencontrer d'autres représentants de la gauche ou chefs de gouvernement partout en Europe et à l'étranger. Moi, j'entends continuer le travail que j'ai commencé de Sauf que discussion. sur l'Europe, vous étiez pas, vraiment pas raccord avec Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection Donc, présidentielle. c'est- J'ai un objectif qui est connu et j'ai rappelé à l'instant à Bernard Guetta ce qu'étaient mes objectifs en matière de politique européenne. On n'a pas pu en parler peut-être d'ailleurs aussi longtemps que je l'aurais souhaité, mais moi je reste un farouche partisan de l'intégration européenne et je mettrai toute mon énergie à cela, Arnaud également. Jean-Louis nous appelle de Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Louis, Oui, bonjour. nous vous écoutons. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Hamon. Merci pour vos belles émissions, monsieur Cohen. Je voulais demander la question suivante. Je suis un peu étonné et surpris par l'apparition dans vos propos depuis 2 jours de la question de la 6e République, qui n'était pas, il me semble, un thème bien central dans la campagne du PS jusqu'à présent. Et je voulais vous demander qu'est-ce que c'est, alors, en quelques mots, et qu'est-ce qui le distinguerait de celle que proposait ou propose monsieur Mélenchon, qui lui la développe, il me semble, depuis assez longtemps et de manière assez pertinente pour ma part. Parce que je pense que notre système est à bout de souffle. Enfin, c'est la dernière chance. Il n'y a plus d'écologistes depuis 1974. Enfin, tout s'effondre sous nos yeux et je suis très inquiet pour l'avenir de notre démocratie, je ne sais pas, mais notre petite politique française. Voilà. Merci, monsieur. Merci à vous Jean-Louis. Benoît Hamon. D'abord, je note dans ce que j'entends, un petit peu derrière les 2 questions qui me sont posées, cette inquiétude que je perçois chez les électeurs de gauche. Je veux leur dire, nous pouvons gagner. Vous êtes sans doute beaucoup à nous écouter, à avoir pensé jusqu'à il y a encore quelque temps que c'était impossible que la gauche gagne cette élection présidentielle. Nous pouvons la gagner. Je vais vous le dire à tous, et pour une fois m'adresser particulièrement aux électeurs de gauche. Nous pouvons gagner en 2017. C'est pas l'opinion majoritaire qui s'exprime. Oui, mais je sais, mais parce que je l'entends, je leur dis justement quand nous tournons vers l'avenir et en essayant d'écrire la nouvelle page qui vient plutôt que de nous préoccuper de régler les comptes avec ce qui s'est passé auparavant, si nous faisons cela, nous pourrons gagner parce que la manière dont nous abordons la question européenne, la question climatique, la question sociale, la question du travail et la question démocratique, et dont je la porte, peut nous permettre de faire l'unité. Alors sur la question démocratique, moi je suis un partisan de la 6e République depuis très longtemps. Oui, mais c'était pas dans votre programme initial. J'ai défendu dans la primaire la 6e République, elle était inscrite noir sur blanc. Je défends la 6e République et au préalable, je veux que, avant même
Oui, mais pas dans ces modalités-là telles qu'elles sont détaillées dans la plateforme il y a juste quelques précisions sur le mode de scrutin. L'idée d'un référendum puis de nouvelles élections en cours de mandat, c'est nouveau. Oui, mais ça veut dire que la 6e République s'appliquera avant la fin du mandat. Oui. S'il y aurait pu avoir effectivement la solution qui consiste à dire on est favorable à de nouvelles institutions, mais elles s'appliqueront aux suivants et pas à nous. Moi, je considère qu'il y a urgence à faire respirer la démocratie française. Ce que vient de dire notre auditeur, et votre auditeur, pardon, et je le partage totalement, le système démocratique français est à bout de souffle. Qui ne voit pas qu'il y a une forme d'archaïsme à ce qu'on donne les pleins pouvoirs finalement à un président de la République et qu'on s'efface pendant 5 ans pour constater qu'au bout de 5 ans, d'abord il n'y a eu aucun homme providentiel. Dans la 5e République, ça n'a jamais existé, mais de surcroît, on peut parfaitement gouverner en contradiction avec les engagements qu'on a pris sans que les citoyens aient la possibilité de reprendre la main. Ce qui se pose urgemment, c'est la nécessité de créer les moyens pour les citoyens de retrouver du pouvoir, soit en contrôlant de manière plus efficace le Parlement et l'exécutif, ce que je souhaite, ou alors en proposant. Et moi, dans la fabrication de la loi, comme dans la possibilité pour les citoyens d'obtenir qu'un texte soit examiné par le Parlement ou qu'il soit soumis à référendum quand on considère que ce texte voté par le Parlement est très important par le principe de ce que j'ai appelé le 49.3 citoyen, 450 000 électeurs qui décident de se réunir par pétition encadrée sous des conditions de représentativité territoriale et qui peuvent obtenir qu'un texte voté à l'Assemblée puisse être confirmé par référendum. Je veux donner aux citoyens français l'opportunité de peser. Et c'est le choix politique que je fais, qui est un choix cohérent avec les enjeux qui sont ceux, par ailleurs, du travail et du climat. Si nous ne donnons pas plus de pouvoir aux citoyens français, je pense que petit à petit, à nouveau, l'influence des lobbies pèsera sur les décisions des politiques. Le contre-pouvoir citoyen, il est une manière de permettre aux responsables politiques, justement, de se délivrer parfois de l'influence excessive des lobbies. Donc référendum et nouvelles élections à peu près à mi-mandat. Non, à mi-mandat, je n'ai pas dit à mi-mandat, avant la fin du quinquennat. Avant la fin du quinquennat, bon. Et un septennat non renouvelable, je le rappelle. Michel nous appelle de la Manche. Bonjour Michel. Allô ? Oui, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Bonjour madame. madame. Voilà, moi je suis enseignante et j'ai interpellé M. Hamon pour savoir quelle était sa position de façon claire et non hypocrite par rapport à la semaine de 4 jours et demi. Tout le monde s'accorde à dire que les enfants sont plus fatigués. Les communes ont des inégalités budgétaires qui font que la qualité des activités périscolaires sont très très inégales. Et en plus, pourquoi est-ce que les écoles privées peuvent ne pas appliquer ? Alors, les rythmes scolaires qui n'étaient pas bons pour les enfants du public, sont-ils bons pour les enfants du privé ? Voilà. Merci donc, Michel. On arrête cette semaine de 4 jours et demi. Benoît Hamon. Et je me fais le porte-parole de beaucoup de monde. Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation, vous répond. Croyez-vous que la situation était meilleure avec 4 jours auparavant pour les enfants ? Qu'est-ce qui nous préoccupe ? Sinon que à la fin de l'école primaire, les enfants parlent, écrivent correctement et lisent correctement le français, qu'ils maîtrisent les fondamentaux en mathématiques. Or, dans toutes ces matières-là, français et mathématiques, le niveau de nos élèves reculait. Donc nous avons voulu organiser le temps scolaire de telle manière qu'il puisse y avoir un matin de plus parce que les enfants sont plus concentrés entre 9h et 11h. C'est ça le principe de la réforme des rythmes éducatifs. Nous avons les journées les plus difficiles pour les élèves de toute l'Europe. Alors, cela ne veut pas dire que je n'intègre pas l'argument de madame sur le fait que dès lors qu'on a augmenté le temps d'activité périscolaire, pour les enfants, finalement, ça ne change pas grand-chose pour le temps de présence en classe. Et qu'il y a sans doute de la fatigue supplémentaire. Je retiens que si l'effort doit être fait, il doit l'être sur le contenu des activités périscolaires. Parce qu'il y a une inégalité fondamentale entre la commune qui n'avait pas tellement de projets éducatifs, celle qui se trouve dans une communauté de communes, la commune riche et la commune pauvre. Et dans ce domaine-là, nous devons labelliser, je crois, avec le ministère de l'Éducation nationale, des activités périscolaires portées par les grands réseaux d'éducation populaire qui soient de qualité et qui puissent être financées par les communes. C'est pour ça que les fonds d'aide qui existent, non seulement je les maintiendrai, mais je les consoliderai en direction des communes les plus pauvres. Mais je veux dire qu'il faut poursuivre l'effort. Et comment je veux poursuivre l'effort ? En diminuant le nombre d'élèves par classe. Je veux dire à cette enseignante, la clé pour moi, c'est demain qu'il y ait 25 élèves maximum par classe dans ce qu'on appelle le cycle 2, CP, CE1, CE2. Ce que je veux, c'est les soulager de la charge qui est celle de classes surchargées. Et c'est pour moi très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une corrélation directe entre le nombre d'élèves par classe et la réussite des élèves en classe, leur capacité à maîtriser les apprentissages fondamentaux, notamment les élèves issus des familles les plus modestes. Donc oui, il y aura une évaluation aujourd'hui de l'impact de la réforme des rythmes
rythme scolaire. Nous évaluerons les moyens qu'il faut mettre pour améliorer le contenu des activités périscolaires, mais plus généralement, interrogeons-nous sur le modèle qui est le nôtre. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons fait un choix de société dans lequel la plupart des parents n'ont pas d'autre choix que de venir chercher leurs enfants assez tard dans la journée, là où d'autres sociétés ont fait d'autres choix. Je pense aux sociétés scandinaves où on vient chercher ses enfants plus tôt, par contre, qu'on termine sa journée de travail plus tôt. Pensons aussi la manière dont demain nous articulerons vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est aussi une des raisons pour continuer dans cet effort-là, pour lesquelles je suis favorable à ce qu'il y ait demain un service public de l'aide aux leçons et aux devoirs qui doivent être faits. Alors on dit il n'y a pas de devoirs, mais ce sont des leçons, mais en primaire, en dehors du temps de la classe, où là une inégalité fondamentale se niche entre les familles modestes et les familles les plus aisées. Ce service public sera financé par heure supplémentaire des professeurs de façon à accompagner les élèves qui ont besoin d'apprendre leurs leçons, de faire leurs leçons dans des conditions qui soient des conditions qui leur permettent de ne pas décrocher en classe. 2 questions qui nous arrivent par les réseaux sociaux. Alors d'abord, une série de questions, réactions sur la prescription des délits financiers votés par l'Assemblée nationale. Vous savez, cette loi qui doit être promulguée dans les prochains jours, qui apparemment a précipité la décision du parquet national financier d'ouvrir une information judiciaire contre François Fillon, en tout cas contre les... Est-ce que vous avez voté cette loi à l'Assemblée nationale, Benoît Hamon ? Elle a été votée quand ? Elle a été votée il y a fin janvier, début février, il y a quelques semaines. J'étais pas à l'Assemblée nationale très souvent. J'ai pas voté beaucoup de textes en janvier, en février. Peut-être mon vote a-t-il été utilisé automatiquement, ce qui arrive dans les groupes politiques, mais donc vous ne savez pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que en matière de lutte contre les délits financiers, de lutte contre l'évasion fiscale, il y a là un enjeu fondamental aujourd'hui à se doter de nouveaux moyens. Et je vais prendre qu'un exemple. D'un mot. Oui. Mais la manière dont aujourd'hui les GAFAN, puisqu'on y ajoute Netflix, exploitent aujourd'hui des biens, des œuvres, finalement s'enrichissent en France sans payer de l'impôt, il faudra poser la question demain de la manière dont nous prélevons de l'impôt sur ces sociétés. Ça n'est plus possible d'avoir des grands discours sur la diversité culturelle, la rémunération des auteurs, et de voir que ces sociétés continuent à développer une activité sans payer leur contribution à l'effort national. Et je crois là qu'il y a un enjeu fondamental pour la défense du modèle culturel français et européen. Il y a beaucoup d'auditeurs qui vous invitent à vous intéresser à cette loi qui ne permettra pas, une fois promulguée, de revenir en arrière, de s'intéresser à des délits financiers vieux de plus de 12 ans après leur découverte. Question de Joël sur l'appli France Inter. Benoît Hamon, allez-vous signer l'engagement, l'appel de Charlie Hebdo sur la laïcité ? Je ne l'ai pas lu, mais je suis un laïc qui ne discute pas ces principes-là. Je le lirai avec plaisir, mais il n'y a pas de raison que je ne le signe pas. Voilà. Donc, a priori, j'ai une confiance a priori dans ce que sera l'appel de Charlie Hebdo. Et de toute façon, sur ces questions-là, je pense qu'il faut être intransigeant. Mais sur les principes, et je me méfie aujourd'hui de tous les épithètes qu'on associe à la laïcité pour en faire un instrument de combat, là où ce principe, posé depuis 1905 comme la pierre angulaire de la République, permet à celui qui croit, comme celui qui ne croit pas, de vivre ensemble. Et je me reconnais parfaitement, je vais le reciter, dans les déclarations du président de la République, qui disait que la laïcité n'est pas un dogme de plus, ça n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion, c'est la condition pour vivre ensemble. Or aujourd'hui, quand j'entends parler de la laïcité, je n'entends pas cela. J'entends pas de volonté de vivre ensemble. J'y vois, de la part notamment de ceux qui étaient les adversaires les plus farouches de la loi de 1905, l'extrême droite à l'époque, vouloir en faire un instrument contre une seule religion. L'extrême droite n'est pas la seule à parler de laïcité. Non, mais aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a dans l'instrumentalisation de la laïcité un problème à voir qu'elle est utilisée pour en faire un instrument anti-musulman, et exclusivement anti-musulman, de la part de ceux qui, par ailleurs, manifestaient allègrement pour remettre en cause le droit à l'IVG dans des manifestations qui étaient des manifestations à forte connotation religieuse. Donc moi, je ne le veux pas, ce qui ne veut pas dire, pour être parfaitement conscient de ce que sont les offensives d'un certain nombre de groupes religieux intégristes, fanatiques, notamment de la part de groupes salafistes sur la République, qu'il ne faudra pas... Ils existent. Évidemment qu'ils existent, sinon ces questions-là ne se poseraient pas. Non seulement ils existent, mais effectivement ils testent la République. Et il faut pouvoir justement défendre le fait que la loi de 1905 doit nous protéger de ces agressions-là, comme des agressions de celles et ceux qui veulent faire de la laïcité
un glaive anti-musulman. Il est 9h-5, c'est la dernière partie et les dernières minutes de l'interview grand format de Benoît Hamon, notre invité ce matin dans ce 7-9. Bonjour Augustin Trapenard. Salut Patrick. Vous avez une question pour Benoît Hamon? Oui, bonjour Benoît Hamon. Alors ça ne vous aura pas échappé, depuis vendredi soir, un Césarissé se cache parmi les candidats aux législatives. Il s'appelle François Ruffin et son documentaire Merci Patron a été récompensé. Discours vibrant et ces mots qu'il lance au président. Il y a peut-être des sans-dents, mais il y a aussi des dirigeants sans cran. Question très simple, est-ce que vous partagez ce discours très critique? Et tant qu'on y est, est-ce que vous le soutiendrez aux législatives, puisqu'il a dit qu'il ne se présentait que s'il était soutenu par tous les partis de gauche? Écoutez, moi je le connais, François Ruffin, au moins pour partager un combat commun, celui des écoplats. Je veux le dire, c'est des salariés qui essayent de reprendre leur entreprise et qui se sont retrouvés, comme beaucoup, sur le carreau, parce qu'on a considéré qu'il valait mieux vendre l'entreprise à un Italien qui allait sans doute fermer l'usine plutôt que de la laisser aux salariés qui avaient un projet pour la reprendre. Et je trouve que le combat de François Ruffin aux côtés de salariés qui, dans le dur, essayent de préserver leur emploi, dans le dur, essayent de maintenir leur entreprise en vie, dans le dur, essayent d'avoir des conditions de vie qui soient des conditions de vie décentes, ce combat-là, il est utile. Vous le soutenez aux législatives donc? J'ai pas dit que je le soutenais aux législatives, mais je dis que moi non, mais j'ai pas d'adversaire là encore. Je reconnais l'utilité des combats qu'il peut mener et en tout cas ce combat-là pour Ecopla, je le partage 100%. Et je salue d'ailleurs les salariés qui cherchent à reprendre leur entreprise en scope.